Depuis 2020, tout le monde parle sur les réseaux d'un soi-disant produit magique qui permettrait à n'importe qui, en investissant bêtement dessus, de devenir millionnaire. Certaines vidéos expliquent même que en investissant pendant 30 ans une partie de ton salaire, tu te retrouves avec 10% de rendement millionnaire. Tout ça grâce au produit magique, les ETF. Sans y passer plus de 5 minutes par mois, mais surtout sans aucun risque. Dites-vous que le mot ETF l'année dernière a été plus recherché sur Google que le mot bourse ou investissement. Et que en 15 ans, le montant géré par les ETF a été multiplié par 15. Or, derrière ce produit facile, il y a des choses qu'on n'a jamais dit, comme si on le cachait aux traders ou investisseurs. D'ailleurs, plusieurs pointures de la finance tirent la sonnette d'alarme. On a Michael Burry, l'homme qui est connu pour avoir prédit la crise de 2008, parle d'une bulle des ETF. Peter Lynch, ancien gestionnaire de fonds, très connu et très influent, les déconseille ouvertement. Soit parce que ces vendeurs d'ETF n'ont jamais été compétents pour vous les dire, soit simplement qu'ils font exprès de vous les cacher pour pourquoi pas vous vendre une formation ou quelque chose derrière. Je suis trader, j'ai 1,5 million d'euros traqués de gains sur les marchés. J'ai passé des heures à analyser des graphiques, j'ai lu tous les livres de la finance, acheté toutes les formations que vous pouvez imaginer dans l'investissement et le trading. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que personne ne vous a jamais dit sur les ETF et qui, vous allez voir, risquerait de vous étonner. Avant qu'on commence, si les ETF sont si puissants, c'est parce que la recette de ces ETF tient en 3 points qui sont d'ailleurs complètement faux. Premièrement, il permettrait soi-disant d'acheter un panier d'actions qui en plus de ça va être auto-nettoyant et donc va permettre de diversifier très facilement son épargne. Il y a une expression très connue qu'on dit on met pas tous ses œufs dans le même panier. En ayant 500 entreprises dans un portefeuille, au moins on est sûr que si jamais il y a une action qui coule, on n'est pas ruiné. Même si c'est pas le cas en fait. 2. Les frais de gestion. Ils sont 100 fois inférieurs à ceux d'une banque traditionnelle sans avoir besoin de beaucoup de capital d'en acheter facilement. Mais 3, et c'est le mieux, c'est qu'ils affichent des performances incroyables, du 8 à 11% par an. C'est-à-dire que si vous mettez 500 € tous les mois, dans 30 ans, sans rien faire, vous deviendrez millionnaire. Et c'est vrai que quand on regarde ces 3 arguments, les ETF ont l'air parfaits. Et c'est bien ça le problème. Parce que vous allez voir que tout est faux. Le portefeuille diversifié n'existe pas. Les rendements qu'on vous promet sont complètement faux. Et puis finalement, c'est un produit qui est risqué, sur lequel beaucoup de gens peuvent perdre de l'argent, surtout dans cette période. Sur internet, on les vend comme des investissements, bon père de famille, sans aucun risque. C'est donc alors complètement normal que autant de personnes décident de se positionner dessus. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je fais cette vidéo pas du tout pour critiquer les personnes qui vous disent d'investir dans les ETF. Je fais cette vidéo parce que j'en veux aux personnes qui vous disent d'investir en ETF, mais qui n'expliquent pas vraiment ce qui se cache derrière et les risques que vous prenez. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette enquête. La diversification. En achetant les ETF, pas de souci. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles parce que tu es diversifié. Le S&P 500, qui est l'ETF le plus répliqué du monde, te permet d'avoir dans ton portefeuille les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. À l'intérieur, tu trouves des géants de la consommation, comme par exemple McDo, Walmart, des monstres dans la finance, Visa, JP Morgan, l'industrie aussi, avec Boeing, Caterpillar. L'indice couvre tous les pans de l'économie américaine et les regroupe dans 11 secteurs. D'ailleurs, quand on regarde ça de loin, c'est vraiment pas mal. Parce que inconsciemment, tu te dis, si le secteur de la tech va mal, peut-être que le secteur de l'agriculture ira mieux, ce qui compensera. Et puis si aussi le secteur de l'agriculture va un peu moins bien, peut-être que le secteur de la santé, lui, surperformera. De loin, ça a l'air complètement diversifié. Mais dès que tu creuses un peu, tu te rends vite compte d'un gros problème. Si on sort ces 11 parties, et qu'on dessine un camembert, mais un camembert proportionnel à la place qu'ils ont dans l'indice boursier, on se rend compte que quasiment la moitié, soit 38%, vient d'un seul secteur, la technologie. Et encore pire, si on zoome, tout vient d'une seule entreprise, Nvidia, qui représente 7,30% de l'indice boursier. Encore pire, les 10 entreprises avec le plus de capitalisation de l'indice sont toutes portées par l'IA et les semi-conducteurs. On parle quand même de 35,5% d'un indice boursier, le plus grand du monde. Dis-toi que la tech domine tellement qu'elle représente 3 fois la capitalisation du secteur de la finance, qui est pourtant le numéro 2. En tant qu'investisseur, c'est un gros risque. En achetant un ETF qui traque cet indice, tu te surexposes sans même le vouloir aux variations de ces entreprises technologiques. Mais pas qu'un peu. Supposons demain que tu aies 10 000 € investis sur l'ETF qui traque le S&P 500, peut-être le SPI ou le Amundi S&P 500. Nvidia représente 7,30% de l'ETF, donc indirectement, tu as entre 730 et 790 € sur cette seule action. Or, si on regarde le cours de Nvidia, qui a complètement explosé depuis 2023, elle peut naturellement subir une correction brutale. D'ailleurs, c'est des choses qui arrivent souvent. On dit souvent que c'est le roi qui commence par se faire couper la tête. Si on prend plusieurs évolutions, comme les plus grandes entreprises des chemins de fer comme Pacific Union, ont complètement disparu aujourd'hui. Si on prend pareil la révolution Internet, Nortel Networks, qui était une des top 5 plus grandes entreprises de l'époque,
aujourd'hui est à 0. Mais on va pas dire que Nvidia part à 0, on va juste simuler qu'on ait une petite correction de 50%. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut se produire. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Juste avec cette chute de 50%, théoriquement, tu perds minimum 395 €. La plupart des gens vont se dire, bon, c'est pas beaucoup, ça représente peut-être 4% de mon portefeuille, même si c'est déjà immense. Sauf que la bourse et l'économie, c'est des effets de chaîne. Nvidia détient des parts dans plusieurs mastodontes de la tech, comme OpenAI, Intel et plusieurs autres fournisseurs de GPU et de puces pour l'intelligence artificielle. Si demain l'action Nvidia chute, c'est pas que Nvidia qui chute, c'est tout le secteur technologique qui plonge avec elle. Les mastodontes qui investissent des milliards vont aussi tomber. Google, Facebook et ton petit portefeuille qui réplique le S&P 500, juste à cause d'une seule action, peut perdre 20 à 30% de sa valeur. Et encore, je suis gentil. Si on va même encore plus loin, on pourrait se dire, ok, mais Casper, au pire, j'ai pas besoin d'investir sur le S&P 500, je peux me diversifier avec un autre ETF qui est extrêmement vendu, le MSCI World, un indice qui investit dans le monde entier, composé de 1400 entreprises réparties dans 23 pays développés. Forcément là, je serai diversifié. Si les États-Unis ont un problème, il ne se passera rien du tout pour moi. Théoriquement, oui, c'est le summum de la diversification. Mais quand tu regardes encore une fois à nouveau, les États-Unis représentent 72,45% de l'indice. Et le Japon vient juste derrière avec juste 5,69%. Si les États-Unis tombent en crise, qu'une guerre arrive ou une décision politique se passe mal, même cet ETF, soi-disant diversifié, risquerait de chuter. Et d'ailleurs, on a un exemple récent. Lors de l'annonce des droits de douane de Donald Trump, le MSCI World a reculé de 770 milliards de dollars de capitalisation boursière disparue en moins d'une semaine. Tous les traders et investisseurs qui avaient acheté cet indice pour éviter cette crise se sont fait avoir. Et devine ceux qui ont le mieux résisté, ceux qui ne contenaient aucune valeur américaine, comme le DAX ou l'Eurostock. Donc tout d'abord, les ETF ne sont absolument pas diversifiés. Et ce qui est encore plus faux, c'est qu'on dit que les ETF sont auto-nettoyants. D'après ce qu'on raconte sur internet, si une action chute beaucoup trop, il est automatiquement comme si on avait une stratégie magique sortie de l'ETF et on passe au suivant. Avec ça, on est sûr d'être positionné toujours sur les pépites qui risqueraient d'exploser. Et sachez en fait que absolument pas. Je vous prends un exemple avec une entreprise française que vous connaissez peut-être, Casino. Une entreprise qui avait des magasins partout en France. Au début des années 2000, Casino est un géant de la grande distribution. Des millions de clients, des bénéfices incroyables, bref, c'est un emblème en France. Avec ses performances, l'enseigne stéphanoise naturellement figure dans l'indice SBF 120, une sorte de CAC 40 qui réplique les plus grandes entreprises en France. Le cours de son action atteint son sommet en 2014, propulsé par des ventes records et des magasins qui poussent partout en France. Tout ça avant de perdre moins 99%. 10 ans après. C'est pas la descente aux enfers de Casino qui est intéressante, ça arrive pour n'importe quelle entreprise, mais plutôt la façon dont les ETF basés sur l'indice ont réagi. Regardons par exemple l'ETF Amundi SBF 120 UCITS. Dès son lancement en 2014, cet ETF achète Casino au prix le plus fort. Tous les investisseurs de cet ETF sont maintenant exposés à cette action. Puis en septembre 2023, à cause de la chute incroyable, Euronext exclut l'entreprise Casino de sa bourse et donc du SBF 120. Tous ceux qui possèdent cet ETF accusent donc une perte de moins 99% sur une seule action. Car en fait, l'auto-nettoyage se fait que quand l'action a drastiquement chuté. Et donc, durant toute la chute, les investisseurs sont toujours positionnés sur ça, parce qu'elle continue de correspondre aux critères de l'ETF. Imaginez-vous l'impact que ça a sur les performances. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais coup de théâtre. Euronext réintègre Casino dans le SBF 120 en juin 2024. Les fondamentaux de l'entreprise sont toujours éclatés, personne ne parie sur elle, et là vous devez vous dire, attends mais l'ETF, il va pas quand même racheter cette action? Eh bien si, l'ETF Amundi est obligé de l'acheter. Donc de nouveau, il rentre dans le portefeuille de tous les investisseurs. En fait, ils ont même pas le choix. 6 mois plus tard, l'action de nouveau dégringole et perd 50%. De nouveau, Euronext met Casino à la porte. Et devinez ce que fait l'ETF Amundi? Encore une fois, il vend en perte. Vous voyez le schéma qui s'est produit deux fois? L'ETF a acheté le prix des actions Casino au prix le plus haut et les a revendues au plus bas. L'auto-nettoyage qu'on vous a promis existe, mais que quand l'action a déjà perdu une grande partie de la valeur. Et c'est ça le piège des ETF. Je vais vous donner un autre exemple qui est encore plus frappant que Casino. C'est la même chose pour l'introduction en bourse de SpaceX, une entreprise valorisée des milliards de dollars avec aucun fondamentaux solide et qui d'ailleurs n'a jamais fait des bénéfices. Vu que la capitalisation est si haute, le S&P 500 et tous les indices sont obligés de l'acheter. Les ETF achètent donc des actions toxiques parce que leurs règles leur ordonnent. Aucun discernement. Et quand l'auto-nettoyage se fait, c'est déjà trop tard parce que l'action a déjà perdu 50%. En investissant sur les ETF, vous n'êtes pas diversifié et vous n'avez pas une stratégie magique. Ça, c'est quelque chose qui a forcément un impact sur vos performances, mais c'est encore rien après ce que je vais vous dévoiler maintenant. 8 à 11%. C'est le rendement annuel moyen du S&P 500.
depuis sa création. C'est aussi ce qu'on voit la plupart du temps dans des simulations ou sur des vidéos. En plus de ça, on est dans une phase très particulière parce qu'on est en train de vivre un très gros bull run. Ladies and gentlemen, look up in the sky. Oh, it is a record close in the S&P 500 once again. May just wrapped up the best month for the S&P 500 and Nasdaq since late 2023. We've got a historic end to the week. On Monday, we were up for 5 consecutive days on the S&P 500. Today, we closed at 9 days up. That's the longest run for 21 years. Depuis 5 ans, on est actuellement à plus de 17% de rendement en moyenne. D'ailleurs, c'est aussi peut-être ce qui explique pourquoi autant d'investisseurs se sont lancés. Le marché juste monte. Mais venir dire que le marché va continuer de faire ses rendements voudrait dire que la croissance économique dans les prochaines années restera la même. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a très peu de chances. Petit point avant qu'on continue, qu'on vous dit pas aussi, ça ce sont des résultats nets d'inflation. L'inflation, c'est l'érosion du pouvoir d'achat. 10 000 euros que vous avez eu il y a 10 ans, si vous voulez acheter la même chose avec ces 10 000 euros aujourd'hui, ça ne vaut que 6 700 euros. Donc si on reprend les calculs du S&P 500, qu'on sort l'inflation, on passe à 7% de rendement réel, bien loin des 10 à 11% qui étaient promis. Déjà, c'est un peu différent, ça change complètement les calculs, parce que être millionnaire avec un pouvoir d'achat qui vaut que 500 000 euros, c'est pas vraiment être millionnaire. Donc si on reprend les performances depuis 100 ans sur le marché, en 100 ans, on a eu des bouleversements majeurs dans l'économie. L'arrivée des chemins de fer, la révolution Internet, la révolution de tout ce qui est software, logiciel, et la révolution de l'IA. Des changements incroyables qui ont permis à ce que notre économie se développe encore plus, renforcent la mondialisation, et donc font exploser les entreprises et les indices boursiers. Maintenant, penser que le marché offrira des rendements comme ça, ce serait donc penser que les révolutions qui vont arriver seront encore plus folles et encore plus fortes. Parce qu'elles doivent avoir encore plus d'impact. Pour venir faire monter un marché qui est hyper valorisé, ça demande encore plus de pression acheteuse que sur un marché qui est plus petit. Plus le marché est petit, plus ça va être facile pour une entreprise de pousser ce marché, mais quand le marché est déjà très très gros, ça demande un beaucoup plus gros impact. Un autre problème majeur que rencontre le monde, c'est la démographie. Toute la croissance des 100 dernières années s'est faite avec une population mondiale qui explosait. Parce que plus de gens, c'est plus de consommateurs, c'est plus de personnes qui travaillent, qui ont une épargne, qui vont l'investir ou rentrer sur les marchés, qui vont le dépenser. Sauf qu'aujourd'hui, cette machine, elle est complètement en train de ralentir. Il y a l'Europe qui vieillit, le Japon vieillit, la Chine vieillit, quasiment tous les pays projettent une démographie plus basse dans les prochaines années qu'actuellement. Et même les États-Unis ne tiennent que grâce à l'immigration. Un pays qui est vieilli, c'est un pays qui consomme beaucoup moins, qui investit beaucoup moins et qui surtout commence à retirer son argent des marchés pour venir financer les retraites, pour acheter des choses. Venir donc avec autant de sûreté dire que l'économie continuera à tenir, que les indices continueront de faire ses rendements, c'est venir ignorer ce risque démographique et le risque qui pour moi est immense qu'on n'ait pas de révolution incroyable. De plus, est-ce que tu as déjà entendu parler de la décennie perdue? Sûrement pas, parce que, encore une fois, personne ne vous l'explique, alors que c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. C'est pas le titre d'un film, mais c'est le surnom de ce qu'a fait le S&P 500 entre 2000 et 2009. En 2000, l'indice du S&P 500 affichait 1450 points. En 2009, il affichait 350 points de moins. En l'espace de 10 ans, si tu avais investi 1000 euros sur cet indice, tu te serais retrouvé à 800 euros en décembre 2009. Pendant quasiment 10 ans, le marché a fait du surplace. 10 ans sur lesquels tous les investisseurs n'ont pas gagné un seul euro, voire même perdu de l'argent. C'est pareil pour l'Eurostock 50, un des plus grands indices européens qui représente les 50 entreprises les plus capitalisées d'Europe. Quand on regarde le marché, pendant carrément 20 ans, le cours a stagné. Pourtant, indice extrêmement connu. La plupart des gens s'attendent à ce que le marché continue de monter. Mais ils oublient une chose, l'économie peut très bien stagner, ne pas évoluer. Et dans cette situation, le cours peut chuter. Et à votre avis, que feront les investisseurs lorsque le cours chutera? Lorsque pendant 5 ans, le prix ne fera rien du tout? À qui on promettait 9 à 11% de rendement? Est-ce que vous pensez qu'ils vont pas décider de tout revendre parce qu'ils ont juste été habitués à des performances incroyables et à un marché haussier? Et je peux vous dire qu'en tant que trader, la plupart des gens sont préparés à des hausses. Et dans tous les cas, sur un marché haussier, tout le monde est gagnant. C'est quelque chose de naturel. Mais sur les ranges et sur les marchés baissiers, personne n'est prêt. Le pire de tout est ici et on terminera sur ça. Oui mais Casper, quand on regarde les marchés des ETF, ils sont structurellement haussiers. Si je garde longtemps mon argent dessus, je ne devrais pas perdre d'argent. Mais là est le problème. Vous avez tout à fait raison. En fait, si on prend les simulations qu'on se projette sur les 100 prochaines années, le marché continuera de monter. Sauf que, en faisant ça, on oublie une hypothèse. C'est que notre vie, ce n'est pas une simulation. Imaginons que dans 20 ans, tu souhaites prendre ta retraite, ou tu souhaites financer ta future maison, partir en vacances, te faire plaisir, on est là pour se faire plaisir, et que tu investis toutes tes années dans ce portefeuille, que tu t'es privé de plein de choses pour faire grossir ce capital. Tu as atteint le million d'euros, symbolique qu'on t'avait promis, mais un an avant ta retraite, pas de chance, le cours chute de moins 50%. Ce qui s'est passé des dizaines de fois et qui continuera d'arriver. Un marché peut très bien corriger. Tu te retrouves à perdre la moitié de ton million d'euros. Tu voulais prendre ta retraite avec 1 million d'euros qu'on t'avait promis, tu te retrouves maintenant avec 500 000 euros, soit 2 fois moins. Et si tu regardes encore une fois ajusté à l'inflation, finalement,
t'es même pas à 300 000 euros. Tu te retrouves avec les mêmes performances que ton banquier du coin aurait pu te vendre. Et en investissant avec ce banquier, t'aurais pas été investi dans la tech US, t'aurais pas pris des risques comme ça et t'aurais été beaucoup moins stressé. Les prochaines années qui viendront sur le marché ne ressembleront pas aux années passées. Cette correction que tout le monde parle, elle arrivera forcément. Peut-être avant la fin d'année, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans. Personne ne sait. Mais si par malchance, le moment où cette correction arrive, tu décides de retirer ton capital, sache que tu peux oublier toutes tes performances, toute ta retraite. Et forcément, parmi plein de personnes qui regardent cette vidéo, c'est quelque chose qui arrivera avec certitude. Alors, est-ce que acheter un ETF est une bonne idée ou est-ce que c'est une arnaque? Je dis souvent, l'intelligence vient de la nuance. Les ETF est un produit incroyable qui a permis à plein de personnes de se lancer dans l'investissement. Aujourd'hui, ce que je reproche, c'est pas tellement les investisseurs, c'est plutôt ce qu'on leur a vendu, comme s'ils s'étaient engagés dans un contrat mais qui n'avaient pas lu les petites lignes en bas de la signature. On leur a fait croire avec des simulations et des données passées, sans prendre en compte les changements, sans apporter de nuances aux propos, que les performances continueront d'être les mêmes. Et c'est ça qui me fait le plus peur. C'est qu'en fait, ces investisseurs découvrent ces petites lignes quand le marché ira mal et lorsqu'ils devront sortir leur capital. Parce qu'ils vont découvrir que l'inflation aura finalement détruit leur performance, le million d'euros promis ne leur permettra pas d'acheter beaucoup plus de choses, que dans leur portefeuille, après 10 ans, les actions ont perdu 50% sans jamais être nettoyées et qu'ils peuvent très bien se réveiller un matin, alors que pourtant, ils sont soi-disant diversifiés et perdre 20% de tout leur portefeuille. Je le répète, mais tout le monde est gagnant sur un marché haussier. Mais sur un marché baissier, les meilleurs resteront. Dans cette vidéo, je voulais vraiment avertir sur ça. Ceux qui vous disent que vous aurez une retraite juste en plaçant votre argent sur des ETF sans risque, en montrant un patrimoine qui explose, c'est complètement inconscient. Mais normalement, rien qu'en regardant cette vidéo, vous pouvez déjà prendre vos premières initiatives et éviter ça. Premièrement, si vous savez que vous allez prendre vos retraites dans quelques années, ou vous avez un gros achat à faire, commencez déjà à retirer petit à petit chaque mois, surtout que le marché est très haut, et mettez-les sur un compte que vous n'investissez pas. Ensuite, si vous ne croyez pas aux États-Unis, trouvez des ETF qui excluent complètement ce secteur. Il y a notamment l'ETF X-Tracker MC World, qui est un ETF qui réplique les larges et mid-cap des marchés développés hors États-Unis. Et enfin, préparez-vous psychologiquement à ce que le marché ne fasse rien ou baisse. En trading, avant de rentrer sur un trade, on pense pas à combien on va gagner. On pense à combien de temps on est prêt à perdre et quelle est la perte qu'on accepte sur ça. C'est 9 à 11% qu'on vous promet. C'est pas un contrat, c'est pas une garantie. Soyez conscient que vous pouvez vous retrouver pendant 10 ans à pas perdre d'argent. Et c'est déjà arrivé. Personnellement, j'ai aussi des indices boursiers que je compte garder toute ma vie parce que je crois aux États-Unis, mais par contre, je rentre pas comme ça bêtement. À chaque fois, je vais venir attendre des corrections, des cracks, et c'est ici que je vais poser de l'argent. Pour ça, j'utilise plusieurs outils d'analyse technique incroyables, notamment mon préféré, c'est ce qu'on appelle l'outil retracement de Fibonacci. Et dessus, alors que je suis rentré juste depuis le début d'année, je suis déjà à 70 000 $ de profit. Des fois, je vais aussi mettre un petit peu de levier, je vais aussi trader les options avec ça. Et plusieurs études montrent que dans tous les cas, venir mettre tout d'un coup au meilleur moment est statistiquement beaucoup plus rentable que simplement faire un DCA bête en moins de 5 minutes par jour comme ce qu'on vous promet. C'est à vous de voir en fonction de votre profil. En tout cas, si vous voulez apprendre à l'analyse technique et les marchés financiers, je vous mettrai une vidéo juste ici sur le retracement de Fibonacci. J'espère avoir aidé le plus de personnes à éviter des erreurs et je vous dis à très bientôt. C'était Casper. Ciao ciao.